En manchette, TDAH, le député Sylvain Gaudreault et la chercheure Marie-Christine Brault demandent au gouvernement d'agir. L'entreprise Fjordal se met en marche et exporte ses premières commandes aux États-Unis. Et l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Jonquière convoque une assemblée générale en vue d'une possible grève. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du 26 février 2020. Tout d'abord, la papetière Résolu a annoncé ce matin la mise à pied temporaire de 167 travailleurs de son usine de Dolbeau-Mistassini. Le problème est que l'usine est dans l'incapacité de desservir ses différents clients en raison du blocus des chemins de fer qui frappe actuellement le pays. Samuel Morin, savons-nous quand est-ce que le problème sera réglé à l'usine de Dolbeau-Mistassini? Eh bien, Simon, présentement, les 167 travailleurs qui ont été mis à pied temporairement n'ont aucune nouvelle. Ils ne savent pas quand ils pourront retourner travailler. Et d'ailleurs, selon Résolu, ils n'avaient aucune autre solution que mettre ces 167 travailleurs à pied temporairement. Et le problème est que Résolu fait face à un problème d'entreposage de papier car aucun train ne peut se rendre à l'usine pour ramasser les matériaux. Par contre, Résolu travaille avec le CN présentement pour régler le dossier. Je vous laisse entendre le directeur principal aux relations publiques et affaires gouvernementales chez Résolu, M. Carl Blackburn. On est en communication quotidienne avec les différents paliers de gouvernement et on espère un règlement le plus rapidement possible du conflit dans une forme pacifique. Député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe. Eh bien, en fait, l'ancien travailleur, M. Alexis Brunel-Duceppe, car il faut savoir que M. Duceppe travaillait chez Résolu avant d'être député du Lac-Saint-Jean, il n'était vraiment pas content ce matin à la suite de l'annonce. Il a dénoncé l'inaction du gouvernement Trudeau dans la crise du blocage ferroviaire. Je vous laisse l'écouter. On va lui dire, moi, je suis en beau maudit. OK. Vous pouvez me citer, là, je suis en beau maudit. Parce que c'est à cause de la nonchalance du gouvernement, là, la nonchalance de M. Trudeau, là, dans toute cette crise-là, qui n'a pas pris cette crise-là au sérieux dès le départ. Et on va vous dire, moi, la nonchalance, parce que chez nous, ça se dit par poignée de dingue. D'ailleurs, Simon, M. Brunel-Duceppe a renchéri par la suite en expliquant qu'il est inacceptable et comprend comment les familles se sentent présentement, car il faut savoir que M. Duceppe a vécu une situation assez semblable dans le passé. On l'écoute de nouveau. C'est quoi se faire mettre à pied? Moi, je travaillais à Alma, puis quand la machine neuve, au mois de septembre, a arrêté, moi, j'ai perdu des heures de travail. Je sais exactement c'est quoi se faire mettre à pied. Je sais exactement comment les travailleurs et travailleuses se sentent présentement, comment leurs familles se sentent, comment leurs enfants se sentent. Et là, il n'y a personne qui pense à eux. Et Samuel, un autre sujet qui touche l'aluminium, le Bloc québécois a assuré la mise en place d'un système de surveillance qui permet de prévenir le dumping fait par la Chine. Et oui, Simon. Et premièrement, le dumping, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est. C'est une politique qui consiste à vendre sur le marché extérieur à des prix inférieurs à ceux du marché national. Et le Bloc voulait s'assurer, en fait, que ça n'arrive pas ici, au Québec. Et d'ailleurs, le tout a été confirmé par une lettre signée par la vice-première ministre du Canada, Mme Chrystia Freeland. Alexis Brunel-Duceppe, le député de Lac-Saint-Jean, est d'ailleurs très fier que le Bloc a pu obtenir des sécurités qui sont comparables à celles qu'il y a sur l'acier. On l'écoute. C'est pas compliqué. Depuis le début, on nous disait qu'on n'obtiendrait pas de gain pour l'aluminium. Même Richard Martel avait dit sur les ondes d'une certaine radio qu'on n'arriverait jamais à voir ce que l'acier a obtenu. Bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a obtenu. Et d'ailleurs, Simon, il faut comprendre que le Bloc affirme avoir eu un engagement ferme du gouvernement Trudeau et que cette étatique de dumping s'avérait, il y aurait des négociations avec ceux qui s'occupent de l'accord de libre-échange pour être sûr que le tout soit fait dans les règles de l'ordre. Et il faut également rappeler que le Canada est le seul pays qui n'a pas à avoir ratifié l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Merci beaucoup, Samuel. Au plaisir. Le député de Jonquière et candidat à la chefferie du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, a dénoncé aujourd'hui l'inaction du gouvernement Legault à la suite d'une commission parlementaire sur la surmédicamentation des enfants au Québec. La commission est terminée depuis novembre, cependant, aucune rencontre pour la rédaction de recommandations n'est encore prévue. Mon collègue Titouan Bussière s'est entretenu avec lui ce midi. Sylvain Gaudreault, bonjour. Bonjour. Il y a 4 mois, il y a eu une commission parlementaire sur la surmédicamentation des enfants. On entend beaucoup de critiques face au mode de gouvernance de la CAQ, particulièrement pour ce qui est des commissions parlementaires. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ces commissions? C'était une commission qui se penchait particulièrement sur le problème de la surmédicamentation et le surdiagnostic des enfants TDAH, troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui. Et au début, le gouvernement a dit oui pour vraiment poser la question puis essayer de trouver des solutions sur un problème documenté qui fait en sorte qu'on est nettement en surdiagnostic, surmédicamentation au Québec par rapport au reste du Canada. Mais une fois qu'il a dit oui, là, après ça, ça a traîné.
il a fallu qu'on pousse dans le dos du gouvernement pour que la commission se tienne. Puis là, il faut qu'on pousse dans le dos encore du gouvernement pour faire les conclusions puis les recommandations de cette même commission. D'accord. Qu'est-ce qui prend autant de temps dans ce dossier? Bien, j'aimerais bien le savoir, là, parce que nous, on est prêts, on a fait les auditions, c'est encore frais dans notre mémoire, mais de moins en moins, donc il faut qu'on passe rapidement à l'étape des recommandations. Mais le gouvernement, qui est le maître du temps, au fond, à l'Assemblée nationale, parce qu'il est majoritaire, il refuse de nous donner du temps sur cet enjeu-là pour terminer notre travail. Parce qu'une commission parlementaire ne peut siéger que sur un dossier à la fois. Et là, il y a beaucoup de projets de loi sur les pharmaciens, sur les infirmières praticiennes spécialisées. Alors, il faut qu'ils dégagent juste un peu de temps pour finaliser le travail sur les enfants TDAH, la surmédicamentation, mais ils refusent de le faire. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai sonné des cloches hier en disant, bien là, il faut qu'on finisse ça. D'accord. Quelles recommandations est-ce que vous attendez, finalement? Bien, chacun des partis politiques qui a participé à la commission parlementaire va avoir ses propres recommandations. En ce qui me concerne, c'est clair qu'il faut qu'on documente davantage le phénomène pour bien le comprendre. Pourquoi, par exemple, il y a une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a beaucoup plus de médicamentation de TDAH qu'une autre région comme Montréal, par exemple. Alors, il faut qu'on donne plus de moyens pour comprendre ce phénomène-là. L'autre élément, c'est de travailler en amont entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation pour prévenir, pour accompagner les écoles, accompagner les parents pour éviter, par exemple, de l'anxiété ou une pression supplémentaire sur les élèves. Alors, on va travailler dans ce sens-là. D'accord. Monsieur Gaudreau, maintenant, on va un petit peu changer de sujet. Vous êtes candidat à la course à la chefferie du Parti québécois. Depuis l'arrivée de l'humoriste Guy Nantel, ça a vraiment décollé. Comment vous entrevoyez cette course? Bien, moi, je pense que ça avait décollé avant l'arrivée de monsieur Nantel, mais c'est sûr que M. Nantel a une très grande notoriété, donc ça ajoute un élément. Maintenant, moi, ma campagne, je vais la baser sur la rencontre auprès des membres du Parti québécois, de ceux qui disent qu'ils veulent nous appuyer pour aller leur montrer que j'ai les meilleures idées, que j'ai également de l'expérience, mon expérience enseigne que je suis fiable aussi. J'ai rempli les mandats qui m'ont été confiés avec succès et que j'ai l'habitude de gagner aussi. J'ai gagné 5 campagnes électorales dans ma circonscription. Donc, la fiabilité, cette capacité de gagner, bien, je veux amener ça au Parti québécois, puis moi, je vais faire valoir ça. D'accord. Il y a quelques semaines, il y a eu une chronique de Isabelle Haché qui a dit que vous étiez courageux de vous positionner contre GNL. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme qu'elle a utilisé, courageux? Bien, c'est elle qui l'a choisi et c'était très bien. Moi, évidemment, j'ai beaucoup apprécié cet article. Je pense qu'effectivement, quand on a des projets comme ça qui peuvent être séduisants aux premiers abords dans une région, on peut avoir tendance à l'appuyer rapidement. Mais moi, j'ai des valeurs qui sont très importantes dans mon action politique, qui sont la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement, mais aussi un développement durable de la région sur le plan économique, sur le plan des emplois. Et par rapport à tous ces critères-là, je trouve que GNL Québec ne correspond pas à ces valeurs que je porte. Alors, pour moi, c'était très important d'être cohérent avec mes valeurs. Et les gens qui comprennent ça respectent ça. Mme Haché a choisi de le présenter en disant que c'est être courageux parce qu'on peut percevoir qu'il y a un mouvement favorable au projet GNL Québec et je m'y oppose. Mais pour moi, c'est une question d'être logique et cohérent avec mes valeurs et mon discours politique. OK. Vous avez aussi reproché à Québec solidaire de trop polariser ce débat-là. Tout simplement, est-ce que vous pensez que cette polarisation peut être la responsabilité d'un seul parti politique? Non, la polarisation n'est pas la responsabilité d'un seul parti, parce que de l'autre côté, on pourrait dire que la Coalition Avenir Québec polarise aussi en étant très favorable à ce projet. Donc, c'est une polarisation des deux côtés. Cependant, ce que je remarque, c'est que depuis le passage de 2 représentantes de Québec solidaire il y a quelques jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soudainement, dès le lendemain, on a vu vraiment une montée importante d'un groupe, entre autres sur Facebook, pro-GNL. Et de l'autre côté, on a vu vraiment des actions qu'on n'avait pas vues avant, anti-GNL, plus polarisantes, plus confrontantes également. Alors, moi, je ne veux pas nécessairement là, faire de lien de cause à effet, mais il reste que j'ai entendu chez les représentantes de QS des discours beaucoup plus confrontants plutôt que d'avoir une attitude d'écoute par rapport à un besoin exprimé par la population et d'essayer de trouver d'autres pistes de solutions que strictement GNL ou rien.
Donc, on peut avoir d'autres projets qui sont très valorisants et créateurs d'emplois, qui est très, très créateurs d'emplois pour la région. Puis je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau. Vous êtes député donc, dans Jonquière, candidat à la course à la chefferie du Parti québécois. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et sur le même sujet, la sociologue de l'UQAC, Marie-Christine Brault, pense que les diagnostics de troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité sont trop hétérogènes. Un mauvais diagnostic pourrait avoir plusieurs conséquences sur l'enfant. Pour l'instant, l'attente se fait toujours sentir pour la recommandation à la suite de la commission parlementaire sur le sujet. Claudia Fortin, quelles recommandations est-ce que Mme Brault aimerait voir de cette commission? Oui, bien, premièrement, Simon, Mme Brault trouve que ces diagnostics-là sont peut-être un petit peu trop... il faudrait un plus grand resserrement, en fait. Elle trouve qu'ils sont peut-être un petit peu trop hâtifs présentement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est vraiment dans une période de surmédicamentation pour ce qui est des TDAH. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simon, on est vraiment en haut de la moyenne provinciale. Mme Brault, elle aimerait aussi beaucoup avoir des recommandations qui sont universelles, alors qui pourraient aider vraiment l'ensemble des enfants au Québec. On peut l'écouter sur ce sujet. Beaucoup de personnes qui parlent du temps d'écran, par exemple, de réduire le temps d'écran, de promouvoir les saines habitudes de vie, d'avoir plus d'activité physique. Bien, je pense que ça pourrait être des mesures universelles qui bénéficieraient à tous les jeunes. Et Claudia, également, Simon, elle pense que c'est en fait que les diagnostics de TDAH et ce problème de société, ce n'est pas simplement la santé qui devrait avoir son mot à dire. L'éducation devrait aussi pouvoir dire quelque chose et mettre son opinion parce que plusieurs diagnostics sont un peu pré-diagnostiqués, si on peut le dire, aux écoles. Et Claudia, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation des diagnostics? Bien souvent, Simon, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines caractéristiques des enfants peuvent être un peu similaires à des symptômes qu'on peut retrouver pour le TDAH. On pense souvent à l'immaturité quand on est jeune, comme par exemple des enfants qui ne veulent pas attendre leur tour, qui interrompent souvent des adultes, mais ce n'est pas parce que des enfants font ces caractéristiques-là qu'ils sont en fait TDAH. Donc, il ne faut pas associer trop vite certaines caractéristiques à des TDAH, mais aussi le fait que ces diagnostics-là varie aussi d'endroit à endroit, dépendamment des personnes. Ça fait que c'est un peu différent aussi. Donc, on peut l'écouter aussi sur ce sujet-là. Ça peut être fait très vite, en 15 minutes sur le bureau du médecin, comme ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs rencontres avec le médecin ou le psychologue, neuropsychologue pour établir le diagnostic. Et quelles conséquences sur l'enfant peuvent avoir la surmédicamentation? Bien évidemment, Simon, il peut y avoir des conséquences qui sont physiques. On peut penser à un manque d'appétit, on peut aussi penser à un sommeil qui peut être difficile, mais ce ne sont pas juste des conséquences qui vont être physiques. On peut aussi avoir des conséquences plus de société. On peut encore l'écouter Mme Brault. Mais il y a aussi des coûts pour la société, parce qu'au Québec, on a la RAMQ, donc c'est la société qui paye aussi, en quelque sorte, les médicaments. Donc, on peut penser qu'on paye souvent, des fois trop, s'il y a des enfants qui consomment des médicaments qui ne devraient pas en prendre. Merci beaucoup, Claudia. Ça fait plaisir. L'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Jonquière tiendra une assemblée générale le 18 mars prochain en vue d'une possible grève. C'est la proposition qui a été votée à majorité aujourd'hui lors de l'Assemblée extraordinaire de l'Association étudiante. Jette Brouillette, comment se déroulera l'Assemblée générale de grève? En fait, Simon, vous l'avez dit, cette Assemblée générale établira s'il y aura grève ou non au Cégep de Jonquière. Si c'est le cas, eh bien, ça se déroulera dans la semaine du 30 mars au 3 avril prochain. Mais pour qu'il y ait grève, il doit d'abord y avoir un minimum de 300 personnes lors de l'Assemblée générale. Pour qu'il y ait grève ensuite, il faut qu'il y ait aussi un minimum de 300 votes en faveur de la grève. Et c'est là qu'on va déterminer si le Cégep de Jonquière est officiellement en grève dans la semaine du 30 mars au 3 avril prochain. La durée de la grève sera déterminée lors de cette assemblée. On peut justement entendre la chargée aux communications de l'AGECJ, Roxane Choquet, sur le sujet. Des étudiants qui vont proposer, soit, mettons, ça va dépendre vraiment des étudiants ce qu'ils veulent proposer. Ils peuvent proposer 1 journée, 2 journées, 5 jours, des grèves selon s'il y a tel nombre de personnes en grève, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre des étudiants, mais c'est vraiment des modalités qui vont être discutées là-bas. Et pourquoi est-ce que les étudiants veulent-ils se mobiliser? Eh bien, c'est un peu comme on l'a vu dans les grèves étudiantes dans le passé, donc pour l'environnement. La proposition de grève vient d'abord de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social qui regroupe en fait 3 mouvements provenant du secondaire, du collégial et de l'université. Ils veulent faire pression sur le gouvernement provincial pour qu'il y ait des actions concrètes pour l'environnement et ils s'opposent justement au projet de GNL Québec, tout comme les étudiants du Cégep de Jonquière qui, selon Roxane Choquette, est un sujet qui préoccupe vraiment les étudiants. On peut l'écouter.
écouter. En fait, ça permet d'ajouter au nombre, à date d'aujourd'hui, c'était 58 000 personnes qui étaient contre GNL dans les étudiants et étudiantes, puis ça fait un poids au gouvernement, mais ça permet aussi que, justement, on peut s'affirmer, nous, on est contre GNL, on peut faire justement des actions, que ce soit une manifestation, que ce soit qu'on peut l'afficher dans le cégep ou peu importe, ça permet justement d'affirmer le point, puis de montrer qu'on ne veut pas ça au Saguenay. Y a-t-il eu d'autres votes lors de cette assemblée? Oui, Simon, en fait, les motions pour des appuis, en fait, des prises de position ont été appuyées à majorité, entre autres pour appuyer la communauté autochtone Wet'suwet'en, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, mais aussi pour s'opposer au projet de GNL Québec. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'Assemblée générale de la grève se tiendra le 18 mars prochain au cégep de Jonquière. Merci beaucoup, Jade. Ça m'a fait plaisir. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean atteint la première place des régions pour ses superficies biologiques. Les 20 000 hectares de culture bio permettent à la région d'être un modèle en termes d'agriculture. C'est ce qui rend heureux la coopérative de solidarité Nord Bio qui tenait un colloque ce mardi. La coopérative fait la promotion de l'agriculture biologique. Un vent froid semble souffler sur le projet GNL Québec. Le gouvernement semblait avoir un préjugé favorable au projet dans les derniers mois, mais le premier ministre a semblé plus tiède à l'idée hier en insistant que le projet devait avoir l'aval des communautés qu'il touche, notamment les communautés autochtones. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a émis certaines réserves quant au financement du projet. Il a mentionné que le financement n'était toujours pas bouclé et que les événements des dernières semaines, les blocages ferroviaires, pourraient refroidir certains investisseurs. Maintenant, mon collègue Olivier Savard a préparé le tour de l'actualité internationale. Alors oui, Simon, plusieurs nouvelles étaient à l'honneur sur les unes des principaux journaux mondiaux aujourd'hui. Ainsi, si l'on en croit la une de Libération, le fameux COVID-19 n'en démord toujours pas et pourrait faire beaucoup de dommages économiques. La BBC a annoncé qu'il y avait plus de cas hors Chine qui s'étaient déclarés aujourd'hui que de cas en Chine. Et le Washington Post parlait de l'annonce que fera le président Trump ce soir à 18 h dans la foulée du Centers for Disease Control qui a prévenu la population américaine de se préparer pour une pandémie, mot également repris par l'allemand Der Spiegel. Le New York Post, après avoir titré sa une hier avec la condamnation d'Harvey Weinstein dans la foulée du mouvement MeToo, récidivait aujourd'hui avec le débat démocrate qui s'est déroulé hier en Caroline du Sud. Le débat en question aura vu Bernie Sanders attaqué par plusieurs de ses rivaux à la course aux primaires démocrates durant un affrontement qui a été décrit par plusieurs sources comme étant relativement chaotique. À l'autre bout du monde, au Moyen-Orient, il était possible de voir divers journaux, dont l'arabe The National, parler des funérailles de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak, qui avait été démis de ses fonctions lors du printemps arabe de 2011, après avoir dirigé le pays pendant près de 30 ans. Pas très loin de là, en Inde, les violences qui durent depuis quelques jours ont fait la une de l'Asian Age de New Delhi, particulièrement depuis la visite de Donald Trump au pays. Les violences, qui ont désormais fait plus de 20 morts, en sont rendues au point où les forces policières ont reçu l'ordre de tirer à vue, expression qui a, elle, fait la une du Deccan Chronicle. Les violences ont commencé en raison d'une loi controversée sur la citoyenneté et considérée comme discriminatoire envers les musulmans par certains. Finalement, à la une du Vanity Fair, on pouvait lire l'essai de la superstar du tennis, Maria Sharapova, qui annonçait sa retraite du tennis après 28 ans de carrière et 5 grands titres Grand Chelem. Sa décision a été motivée par sa forme actuelle, le risque de blessure et plusieurs autres facteurs. C'était le tour des nouvelles internationales. Simon, de retour à vous. Merci beaucoup, Olivier. La fin semble proche pour l'église Saint-Joachim de Chicoutimi. Le propriétaire de l'église aurait signé en décembre un acte d'abandon pour le bâtiment qui sert de repère pour les squatteurs depuis plusieurs années. Selon la conseillère municipale du secteur, Brigitte Bergeron, la démolition prochaine de l'église serait inévitable. La production de semis commence dans la région. Les horticulteurs plantent les graines pour l'hiver pour que tout soit prêt le printemps venu. Ma collègue Myriam Tremblay s'est rendue au cerf Saint-Do à Jonquière. Contre toute attente, en plein milieu de l'hiver, les semis commencent à pousser dans les serres Saint-Do à Jonquière. Nous sommes allés à la rencontre des propriétaires Georges Bouchard et Martine Girard. Alors, on dit si on veut avoir des fleurs à vendre aux clients au mois de mai, il faut commencer à travailler au mois d'octobre, à partir de l'analyse de ce que c'est qu'on a fait pendant la saison, nos échecs, nos pleins succès, ce que la clientèle voulait, une nouvelle tendance également sur le marché. Et là, on fait placer nos commandes de semences. En même temps que tes fleurs s'en viennent, il faut que tu dises, je fais ma cédule de production. Il y en a qu'il faut que je sème au mois de janvier. Il y en a qui sont au mois de février. Il y en a qui sont au mois de mars. Donc, c'est beaucoup de planification. On va se mettre maintenant les mains dans la terre.
Et ça, là, je me fais des petits... pas que mes graines aillent un peu partout, là. Ça, c'est assez gros, ce petit billet. Oh, je le mets dans ma main, moi. Tu le mets dans ta main? Oui. Tiens, ça, c'est des belles petites graines de pensée. Et on les met toutes à peu près une par une, assez distancées quand même. Il y en a à peu près 250. Après leur germinaison, les plantes sont repiquées dans de plus gros contenants destinés à la vente. Les serres Saint-Do produisent également des tomates. Depuis plus de 20 ans, le couple s'occupe de la serre qui a été construite par M. Bouchard. Leur fille Véronique prendra le relève de l'entreprise dans quelques années. Les 200 variétés de fleurs seront prêtes d'ici l'ouverture des serres Saint-Do en mai prochain. Myriam Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Les microbrasseries de Jonquière, l'Opéra et la Voie Maltée s'unissent avec le vignoble Domaine Le Cajot pour créer 2 bières appelées la hache de bière. L'Opéra offrira une bière de blé sûr agrémentée de marc de raisin rouge, tandis que la Voie Maltée servira une bière de blé sûr agrémentée de marc de raisin vert. Un reportage de Pascal Gachette. Marier le houblon et le marc de raisin, voilà la surprenante origine de cette nouvelle bière. Donc ce qu'on a voulu faire, c'était, en fait, c'était pas une bière, mais c'est 2 bières basées sur une seule recette. Mais sauf qu'après, par la suite, on a rajouté justement du marc de raisin du domaine du Cajot, qui est juste un petit peu plus loin aussi, donc des vignobles jonquiérois s'il en est. Donc on voulait marier un petit peu la bière et le raisin pour faire une espèce de bière hybride un petit peu entre le vin et la bière. Mais est-ce que le mariage du marc de raisin et du houblon sera un mariage heureux? Puis on a vraiment quelque chose justement d'assez unique parce qu'on a le tanin d'un bord pour la bière sur marc de raisin rouge qui est là, un petit côté un peu framboise super intéressant, et puis de l'autre côté on est vraiment sur quelque chose de vineux, vin blanc un peu sec, mais on reste sur une base céréalière de bière avec aussi des beaux houblons. La hache de bière se veut une belle promesse puisque le marc de raisin utilisé provient de vins primés de nombreuses fois sur la scène internationale. C'est un mariage qui va être extraordinaire parce avec la notoriété des raisins, des vins qu'on a ici au domaine Le Cajot et la notoriété de l'Opéra, Voie Maltée, avec leur... Vraiment, là, ça va être incroyable. Cette entente entre les 2 microbrasseries est aussi une manière de redynamiser la rue Saint-Dominique. On veut que les gens prennent le temps pour une fois de ne pas tout faire en voiture. C'est parquez-vous dans un stationnement, commencez éventuellement à l'Opéra pour goûter la bière, puis après prenez le temps de monter à pied sur la rue Saint-Dominique, puis goûter l'autre bière. Puis en plus, on fait un tirage justement pour les gens qui viendront avec leurs 2 factures de Shabbat. Pour chacune des bières, on va faire tirer un format d'1 litre exclusif des 2 bières dans chaque établissement. Les amateurs de vin rouge pourront se diriger à l'Opéra, tandis que les amateurs de vin blanc pourront aller à la Voie Maltée dès ce soir. Pascal Gachette, pour ATM Nouvelles, Saguenay. L'entreprise saguenéenne qui se spécialise dans la production de tiges d'alliage Fjordal a envoyé sa première commande aux États-Unis hier. Les efforts déployés depuis 3 ans par les fondateurs Martin Garneau et Maxime Harvey portent enfin fruit. Le reportage de Marianne Gay. Les propriétaires de l'entreprise avaient l'air très heureux de voir leur projet se concrétiser après 3 ans de travail. Symbolique hier, on a pris des photos même de la vanne qui est un camion de transport comme on voit tous les jours, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'émotions hier. On a pris une photo de groupe autour du chargement, puis on passe à une autre étape. L'usine était déjà en fonction depuis l'Halloween 2019 afin de tester la machinerie et le produit final, une bobine de tige d'alliage. Les principaux clients de Fjordal sont aux États-Unis. Chaque client a des spécifications particulières lors de la commande. Produit pour lui selon son besoin. Ensuite, lui, il doit tester le matériel, s'assurer qu'il est conforme à son procédé, parce que des fois, il y a des petites variations, que ce soit la lubrification, le diamètre de la tige, ça peut être la traction, la conductivité. Donc, selon les propriétés, lui, il fait des tests, ensuite, il repasse des commandes, puis on est reparti. Là. Ce sont pour l'instant une dizaine d'employés qui travaillent chez Fjordal, mais comme la production augmentera prochainement, on vise une 20aine d'employés et une production de 15 000 tonnes métriques d'aluminium par année. Donc, ce que Maxime expliquait tout à l'heure, on va être un petit joueur en termes de volume, mais ce qu'on vise, c'est des produits spécialisés. Les fondateurs se disent complémentaires aux autres entreprises qui œuvrent dans le même domaine au Québec. On sait que ces usines-là ont des capacités de four beaucoup plus grandes que nous. T'sais, quand ils font une fournée, ils font une grosse quantité, alors que nous, on peut faire une plus petite quantité de par la taille de nos fours. Donc, c'est un avantage. On est complémentaires, comme on dit. On ne compétitionne pas vraiment à Rio ni General Cable. Pour l'instant, un seul four est utilisé pour la fonte de l'aluminium, mais un deuxième est en construction et devrait être fonctionnel au courant de l'été. Marianne Guy, ATM Nouvelles, Saguenay. La programmation mars-avril du Ciné-Club de Jonquière a été dévoilée lundi. Ce sont 8 films d'ici et d'ailleurs qui seront présentés chaque lundi soir à 19h30 au Cégep de Jonquière jusqu'au 28 avril.
Ma collègue Charlotte Côté-Hamel s'est entretenue avec le vice-président du conseil d'administration du Ciné-Club, Alexandre Morin. Bonjour Alexandre Morin. Bonjour. En quoi cette nouvelle programmation retient l'attention cette année? C'est une excellente question. Oui. En quoi ça retient l'attention, c'est que depuis peu, on est capable, nous, au Ciné-Club, de programmer plus tard que d'habitude. Donc, on est capable d'avoir des films le plus récent possible. Et on est capable aussi de suivre un petit peu les festivals, les trucs qui sortent et qui retiennent plus l'attention. Donc, on a vraiment quelque chose qui est peut-être plus collé à la réalité de ce que les gens voudraient peut-être voir et qui ne serait pas disponible en salle ici. Puis comment est-ce que les films sont choisis là, pour être à l'affiche au Ciné-Club? Ah oui, on est aidé par un organisme qui s'appelle le Réseau Plus, qui nous fournit des listes des nouveautés, eux, qui pensent qu'ils pourraient être pertinentes pour le Ciné-Club. Ensuite, nous, on épluche ça, on épluche les bandes annonces, les critiques, les synopsis. Après ça, on a des liens de visionnement pour être capable justement de voir certains films. Et ensuite, on se réunit en comité et chacun dévoile ses coups de cœur, entre parenthèses, et ce qu'il pense qui pourrait être pertinent pour le Ciné-Club. Et après ça, bien, c'est ceux qui ont le plus de votes et avec les dates disponibles qui se retrouvent dans notre programmation. Puis comment est-ce que vous faites pour diversifier là, à chaque fois les programmations qui vont être à l'affiche? Est-ce que c'est difficile d'avoir québécois et d'ailleurs aussi? Oui, les Québécois, nous, étant donné qu'on est subventionné par la SODEC, on se doit d'avoir un 30 à 40 de contenu québécois dans notre programmation. Ce qui fait globalement notre affaire parce qu'on a une mission qui est en ce sens-là, mais aussi qui fait l'affaire de notre public qui aime beaucoup le cinéma québécois. Donc, c'est comme une condition gagnante-gagnante. Sinon, pour les autres films, ben, on essaie d'y aller selon les thèmes. Comme on va avoir la journée de la femme. On essaie de mettre quelque chose qui est un petit peu plus en lien avec le féminisme. Quand on peut avoir des comédies, on en met parce que souvent, dans le film d'auteur, on a plus souvent des drames, des biographies, des documentaires. Donc, quand on est capable d'avoir des bonnes comédies, on y va. Et évidemment, il faut aussi aller vers le cinéma international pour faire découvrir justement des nouveaux genres, des nouveaux cinéastes et des nouveaux acteurs que les gens ne connaissent pas. Puis est-ce que la popularité du Ciné-Club a augmenté là, dans la dernière année? Ou... Oui, bien, dans les 2 dernières années, ça va très bien. On a une directrice générale qui est très forte en marketing et communication, donc ça aide beaucoup. Le comité de programmation est plus vivant que jamais, donc ça fait beaucoup d'effervescence, là. Nous, avec le Ciné-Club. Et on a un heureux retour de notre plus jeune clientèle. Donc, les jeunes, nous, en résidence, c'est gratuit ici au Cégep, mais il y a aussi, on essaie de mettre certains films qui sont peut-être plus accessibles, là, c'est ça, à nos étudiants. OK. Puis est-ce que c'est important d'avoir un cinéma comme un ciné-club, dans le fond, dans la communauté? À quel point c'est important? Oui, bien moi, je trouve ça ultra important parce que ici, on a des salles commerciales. Au Saguenay, on n'a pas de cinéma qui se spécialise dans le cinéma d'auteur. Donc, c'est un peu notre rôle à nous, comme cinéma alternatif, de faire découvrir des choses qui ne cartonneraient pas nécessairement en salle, mais qui sont d'excellents films. Donc là, c'est sûr que pour la communauté qui veut voir quelque chose de différent sur grand écran, bien, ça prend des organismes comme les ciné-clubs. Ouais. Oui. Est-ce que pour une personne là, qui ne connaît pas nécessairement le ciné-club, qu'est-ce que vous voulez qu'elle retienne quand elle vient pour la première fois? Comment vous faites pour la ramener toujours à revenir plusieurs fois après? On essaie de... Bon, on n'est pas toujours capable, on essaie d'offrir des expériences différentes. Il y a toujours une animation au début qui permet de un petit peu donner les clés d'écoute du film. On présente aussi la programmation de la semaine d'après. Souvent, on a des capsules qui sont en lien avec les films ou carrément des mots des réalisateurs ou des artisans des films qui vont être présentés avant, justement, pour expliquer les contextes ou bien pour simplement souhaiter un bon visionnement aux gens. Donc ça aide. Des fois même, on a les réalisateurs ou les artisans qui sont invités. Je ne vous cacherai pas que la plupart du temps, c'est les Québécois qui sont avec nous, qui sont disponibles.
mais ça peut créer des belles rencontres là, entre les gens intéressés. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alexandre Morin. Bien, je vous en prie. Je m'entretenais avec le vice-président sur le conseil d'administration du Ciné-Club de Jonquière, Alexandre Morin. Les boutiques Ultraviolet ont prêté gratuitement des fat bikes hier soir au centre de ski de fond Le Norvégien, dans l'optique de faire découvrir le sport. Près d'une centaine de personnes sont venues pédaler dans la neige. Samuel Montigny était sur place. La toute première édition de l'événement Ultraviolet avait pour objectif de redonner ses lettres de noblesse au centre Le Norvégien. On voulait essayer de trouver un événement pour attirer le monde ici, faire découvrir le Norvégien parce que les sentiers sont extraordinaires, autant pour la raquette, le fat bike, que le vélo, que le ski de fond. Les conditions étaient excellentes pour faire découvrir ce sport encore émergent. Une vingtaine de vélos étaient à la disposition des curieux. Faire découvrir le sport, puis des fois, en plus, la soirée était super belle, les conditions s'y prêtent vraiment. Là, la neige est béton, puis c'est super rapide. On voulait faire promouvoir un petit peu le sport en région. Là. Des fois, les gens, c'est plus difficile pour essayer ou quoi que ce soit. Là. Ici, il y a une quantité limitée de démons aussi. Là. Avec l'émergence du vélo de montagne, le Norvégien a décidé d'entretenir ses sentiers pour les rendre accessibles aux fat bikes. Fat bike, c'est un sport émergent. Ça fait quelques années vraiment qu'on commence à l'instaurer ici au Saguenay. Ça se développe tranquillement. Puis, en fait, le vélo de montagne a pris plus d'expansion les dernières années. Puis ici, on a développé un gros réseau de vélos de montagne vraiment extraordinaire. Puis, on a décidé d'essayer d'entretenir ces sentiers-là durant l'hiver pour créer des sentiers de fat bike. Les employés d'Ultraviolet aimeraient voir des événements de ce genre se reproduire sur une base plus régulière. C'est probablement quelque chose qu'on va essayer de faire pour les prochaines années. Sur le mardi ou le mercredi, avoir les mardis ou mercredis Ultraviolet, parce qu'on va faire un pourcentage d'escompte sur la location, puis amener de l'équipement aussi là, pour faire essayer. C'est un super beau centre qui est pratiquement en ville, c'est 15 minutes du centre-ville de Jonquière. Il y a des sentiers de fat bike, des sentiers de ski de fond, c'était écœurant, un super beau chalet. On est super tout le temps bien reçus ici en plus. Là. Le centre de ski Le Norvégien se dit prêt à refaire une activité de ce genre dans le futur. Samuel Montigny, ATM Nouvelles, Saguenay. À la météo maintenant, Marianne, on pourrait dire que c'est le calme avant la tempête. En effet, Simon, on a pu profiter d'une dernière journée de beau temps avant la tempête qui sévira demain au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. On a présentement une température de moins 3 degrés et un ressenti de moins 5 degrés au Saguenay et une température de moins 6 degrés au Lac-Saint-Jean. Une neige intermittente par endroits au courant de la nuit commencera et les températures descendront jusqu'à moins 9 et moins 14 degrés. C'est demain jeudi qu'on attend la majeure partie des précipitations de neige. Une accumulation de 20 cm et jusqu'à 30 cm de neige sont attendues dans le secteur est. Des vents provenant de l'est de 40 km/h et pouvant aller jusqu'à 70 km/h sont également attendus, ce qui fera descendre le mercure jusqu'à 7 degrés, moins 7 degrés en après-midi et moins 9 degrés pendant la nuit. Le vendredi, ce sera le retour au calme et une température plutôt nuageuse. Alors, faites attention à vos déplacements demain, ce sera peut-être dangereux à cause de la tempête. Merci, Marianne. Et voilà, c'est ce qui complète votre web journal. Bonne fin de soirée à tous. En manchette, TDAH, le député Sylvain Gaudreault et la chercheure Marie-Christine Brault